Bonjour mon capitaine, mes respects. Bonjour Nathanaël. Voilà, j'ai le grand plaisir de recevoir par vidéo interposée eh bien le capitaine Antonin que j'ai souhaité faire intervenir aujourd'hui sur une thématique bien précise sur laquelle j'avais déjà euh, communiqué sur un certain nombre d'articles sur LinkedIn mais aussi ailleurs par rapport à la thématique du management face à une situation de crise, la gestion de crise, les notions également de leadership. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire intervenir un officier de l'armée de terre, un capitaine, instructeur, on peut le dire, à Saint-Cyr, Oui. de manière à ce qu'il puisse nous faire part un petit peu du savoir-faire de l'armée sur ces thèmes-là, de manière à ce que dans le monde de l'entreprise, on puisse également s'approprier et s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans le monde de l'entreprise. Non pas de dire que tout ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est pas bon du tout, ou dire de l'inverse que dans l'armée, tout va bien. Mais effectivement, on a dans l'idée, et puis vous allez nous confirmer ça, mon capitaine, que effectivement l'armée a quand même une plus-value et une expertise certaine sur le management en gestion de crise, en situation dégradée. Je vous laisse la parole, peut-être vous présenter un petit peu votre parcours aussi bien dans l'armée, mais aussi dans le civil. Merci Nathanaël. Donc oui, donc en effet, je suis actuellement instructeur à Saint-Cyr. J'ai été recruté au concours à Bac+5 en 2013. Auparavant, donc je suis juriste de formation. Je suis passé par Paris 5 et le Master 2 Sécurité Défense d'Assas. J'ai passé un autre diplôme à l'Université de Strasbourg, un DU de lobbying européen et de communication d'influence. J'ai pu travailler donc avant l'armée en cabinet d'affaires publiques, chez EADS et à la commission de défense et des forces armées de l'Assemblée nationale. Donc voilà, donc j'ai intégré Saint-Cyr en 2013 pour 2 années, une année de formation à Saint-Cyr, une année de spécialisation à l'école du génie. Je suis donc un sapeur, c'est-à-dire un démineur. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de chantier de déminage comme on peut l'imaginer dans l'inconscient collectif. C'est de l'ouverture d'itinéraires piégés, c'est de la fouille d'objectifs, c'est de la construction de bases opérationnelles avancées, c'est tout le domaine nautique qui est dans la main du génie dans l'armée de terre. Voilà, donc 3 années de lieutenant en régiment à Besançon, 19e régiment du génie. Donc un lieutenant, c'est quoi? C'est un chef de section, il commande une section de 35 hommes. Et D'accord. chez nous, dans l'armée, on n'a pas de RH ou de service comptable. C'est-à-dire que le lieutenant, il est RH, il est comptable et il est chef de ses hommes. C'est-à-dire qu'on a la capacité de promouvoir des carrières, de mettre en formation, voilà, de dynamiser un parcours, comme on a la capacité de punir, de sanctionner très durement, jusqu'à mettre ce qu'on appelle des jours d'arrêt. Mhm. Voilà, donc le lieutenant, il va entraîner, préparer ses hommes, les noter et partir en mission avec eux. Voilà, il sera vraiment au cœur de ces hommes. Et durant mes 3 années de lieutenant, j'ai été déployé 2 fois en opération. Une première fois, l'opération Barkhane au Tchad, avec un petit passage au Niger, et une seconde fois en Côte d'Ivoire. Voilà. Et depuis 2018, donc, je suis instructeur à Saint-Cyr. Et aujourd'hui, voilà, je forme nos jeunes élèves officiers saint-cyriens qui soit sortent de prépa pour 90% d'entre eux à Bac+2, soit comme moi, sont recrutés à Bac+5 directement. Voilà D'accord, pour très bien. mon parcours. Alors du coup, on va profiter du fait que vous êtes instructeur, que vous êtes donc formateur donc des futurs cadres de l'armée française. Pour vous, quelles sont les qualités d'un bon chef? Qu'est-ce qui fait qu'un bon encadrant sera demain un bon encadrant? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vu que effectivement, dans les différents bataillons, vous recevez des gens qui viennent un petit peu partout, avec des niveaux forcément hétérogènes, que ce soit au niveau académique ou sportif. Comment est-ce qu'on arrive à harmoniser ou uniformiser, je ne sais pas quel est le terme approprié, pour faire de cette génération des bons chefs, des bons encadrants, des futurs bons capitaines? Alors, Nathanaël, je vais commencer par répondre à votre deuxième question. Pourquoi? Parce que de cette deuxième va découler la première. Ok. Le concours, en effet, il est scolaire. Il est scolaire et vous l'avez dit, oui, le niveau est complètement hétérogène. Donc, on va chercher à Saint-Cyr à compenser le jeune âge et l'inexpérience de nos élèves officiers par un solide socle de compétences. Et comment? Eh bien, bien sûr,
avec une formation qui va être en montée en puissance. Au début, ils vont apprendre ce que c'est que le combattant individuel. En gros, moi, avec mon fusil, en train de me déplacer, de me camoufler, ce genre de choses. Puis, ils vont apprendre à commander un trinôme, puis un groupe. Un groupe, c'est 8-10 hommes. Et enfin, une section, 35 hommes. Donc, il va y avoir cette montée en puissance. Et parallèlement, on va chercher à les épaissir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que par l'entraînement qui est très dur, par la formation qui est très dense, ils vont gagner en épaisseur et en maturité. Je vais donner 2 exemples. Le stage parachutisme, voilà, on est tous humbles à la porte d'un avion au moment de sauter à 300 km/h, à 400 mètres de haut et de tomber comme une pierre. Bien voilà ce qui va donner un peu de hauteur, un peu de dimension à nos jeunes élèves officiers. Autre stage, en Guyane, 2 semaines et demie dans les mains de la Légion étrangère pour un stage de combat en jungle. Vous vous doutez bien qu'on ressort de là un petit peu changé, mais en tout cas plus aguerri. Et enfin, et c'est le clou de la carrière, enfin pardon, le clou de la formation d'un Saint-Cyrien, le stage au centre commando qui dure 1 mois, 3 à 4 heures de sommeil par semaine, et donc là, qui va donner de vraies compétences techniques, hein, puisque un commando sait se battre la nuit, manipule l'explosif, fait du combat pied-point, fait du nautique, fait du parcours d'audace à longueur de journée. Donc vous voyez, tout ceci en parallèle d'une formation militaire dense, une formation académique qui va leur valider un vrai diplôme Bac+5 à la fin, et ces échéances militaires très profondes, on va leur donner de la compétence là-dessus. Et ça va compenser l'union expérience. Le dernier pilier de la formation à Saint-Cyr, il est humain, il est unique au monde. C'est la seule école qui a un pilier humain dans sa formation. Et c'est là où je rejoins votre première question. Ce pilier humain, c'est comment savoir se situer au milieu de ces hommes, quel comportement adopter. Et à Saint-Cyr, il va être lié à la tradition et à l'histoire. Comment on a fait par le passé et comment, grâce à ce passé, je vais m'inscrire dans le présent et être un bon chef dans quelques années, une fois à la tête d'une section. Donc pour vous répondre, déjà être chef, c'est à la portée de tout le monde. Donc, Par tout le monde peut être définition, un leader. tout le monde, sans exception, je suis catégorique là-dessus. Tous nos jeunes élèves officiers saint-cyriens, lorsqu'ils quittent l'école, sont en mesure de prendre des décisions dans un contexte de tension au combat. Tous, quelle que soit leur personnalité. Parce que souvent, et j'interviens régulièrement en entreprise ou en école de commerce, il y a un faux complexe là-dessus. Oui, mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'affirmé, je suis quelqu'un de plutôt réservé, Je suis pas de plutôt timide, je ne suis charismatique, pas je une suis pas grande gueule, voilà, extraverti. pas charismatique. Peu importe, en fait. Vous avez le droit, les gens ont le droit d'être timides, d'être réservés et de ne pas être grande gueule. Il vaut mieux d'ailleurs parler un peu moins et parler mieux que parler tout le temps tout fort à tort et à travers. Donc, avant d'avoir, je pense, des qualités requises, je pense qu'il faut déjà, je dirais, il y a 2 piliers, à mon sens. 2 piliers qui forment, qui permettent d'acheter une énorme légitimité et une tenue auprès de ses collaborateurs. Le premier, c'est de montrer l'exemple au quotidien. Et oui, c'est difficile parfois de dire, de montrer l'exemple, d'être tout le temps impeccable, de dire à quelqu'un, vous ferez une nocturne au bureau, mais moi je pars à 17h. Vous voyez, ça n'a aucun sens, mais parfois on le voit ça. Le second pilier, c'est d'être irréprochable dans son travail, dans son attitude, dans son comportement. Si vous exigez de votre N-1 qu'il ne mette pas en porte-à-faux c'est un membre de l'équipe devant toute son équipe, et que vous-même, vous le mettez en porte-à-faux, vous le descendez devant tout le monde dans une réunion, ça ne va pas. Si vous exigez de vos collaborateurs des mails impeccables, sans faute d'orthographe, et que vous-même les vôtres sont truffés de fautes, ça ne va pas non plus. Donc je pense que déjà avec ces 2 piliers, montrer l'exemple et être irréprochable, on tue bien des écueils et on achète vraiment, oui, une certaine légitimité. Et en tout cas, nos collaborateurs sentent que oui, il y a quelqu'un, il y a une présence, il y a un leader, il y a un capitaine à la tête de ce navire. Alors du coup, fort de de ces principes-là, comment on peut mettre ça en place dans une entreprise? Lorsque vous intervenez parce que je sais que vous faites des formations dans le monde de l'entreprise, notamment dans l'industrie automobile notamment, comment ces cadres-là s'inspirent de ce qui se fait dans l'armée? Quelles sont les passerelles qu'on peut tout de suite créer?
Alors, moi, j'ai fait un choix dans les formations que je donne, comme vous l'avez dit, en entreprise, en école de commerce, ce ne sont pas des storytelling. Voilà, je ne raconte pas ma vie, mon œuvre. Regardez ce qui se fait à l'armée, c'est merveilleux. Mettez vos collaborateurs en treillis et faites pareil. Donc, je fais pas ça du tout. Les formations que je propose, elles sont adaptées au monde civil, au monde civil. C'est-à-dire que les cadres, ils trouveront le champ lexical de l'entreprise et tous les exemples que je donne sont des exemples qui viennent de l'entreprise également. Tous les exercices que je fais de mise en situation ou de pratique, pour le module gestion de crise par exemple, bien en fait sont adaptés au monde civil. Donc en fait c'est un peu clé en main la formation. Oui j'arrive, oui je suis souvent en uniforme, mais les gens pourront l'appliquer tout de suite, immédiatement, et s'en inspirer. D'accord. Donc c'est assez simple, c'est assez fluide. Ça se veut souple et agile, ça l'est. Alors, j'ai échangé avec pas mal de dirigeants, de directeurs généraux, et même s'ils ne sont pas militaires ou pas issus de ce cercle-là, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas militaires, pas de parents ou d'oncles ou qui ont fait une carrière dans l'armée, les valeurs que vous avez présentées résonnent néanmoins en eux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le fait d'effectivement, ok, je ne suis pas une grande gueule, mais par contre, le matin à 8 heures, je suis déjà au bureau. Le premier arrivé, c'est moi. Le dernier parti, c'est moi. Moi, j'avais une autre question. C'est souvent, j'ai remarqué que il y avait les chefs d'entreprise pêchaient notamment sur le fait de communiquer sur la vision et le sens de ce que l'on faisait dans l'entreprise. Comment vous, dans l'armée, vous faites ça? Comment vous communiquez? C'est quoi la vision dans l'armée? C'est quoi le sens? Comment vous réussissez à harmoniser toutes ces… Parce que dans les troupes, vous avez des militaires du rang, vous avez des sous-officiers, des officiers, Ouais. etc. Comment on arrive à garder un mot-clé chez vous qui est la cohésion? Comment on arrive à créer cette cohésion dans l'armée et encore une fois, le parallèle dans le monde de l'entreprise? Alors, ce terme de cohésion et le fait de donner du sens, je vais rebondir là-dessus. On a souvent deux petites idées reçues sur l'armée. La première, c'est son fonctionnement. On a l'impression, on a cette image d'Épinal en tout cas, que l'armée, c'est carré, béton, précision militaire, impeccable. Il n'y a rien de plus faux en fait. L'armée, c'est assez bordélique. Assez bordélique, pourquoi? Parce que des missions Osons tombent le tout le dire. temps. Voilà, osons le dire. Parce que des missions tombent tout le temps, que nous avons le culte de la mission, nous la remplirons. Même s'il s'agit de ne pas dormir, même s'il s'agit de ne pas manger, en tout cas en France, et même s'il s'agit de risquer sa vie en opération extérieure. Donc nous battrons pour honorer cette mission. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout le temps, bien sûr, le matériel dont on a besoin à disposition, nos gens avec nous, parce que comme dans le civil, il y a des arrêts maladie, il y a des mises en formation, il y a un turnover, il y a plein de choses. Voilà. Et le second, et là je vais rebondir sur le fait de donner du sens, une seconde image d'Épinal sur les militaires eux-mêmes. Mhm. Moi, j'ai souvent entendu dire en entreprise, non mais l'armée c'est facile, vous donnez des ordres, ils exécutent, c'est terminé. Mais en fait, non. Là aussi, il n'y a rien de plus faux. Oui, nous donnons des consignes, oui, nous donnons des ordres, mais à partir du moment où vous partez en opération à la tête de vos hommes, ils doivent comprendre pourquoi ils vont risquer leur vie. Ils doivent comprendre pourquoi ils vont combattre. Et donc là, on va donner du sens, en fait, et on va expliquer la mission. On va expliquer tout le temps. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une doctrine, je ne sais pas si c'est l'un des ciments de la cohésion, c'est pas le seul. Mhm. Mais oui, on va souvent chercher à expliquer. Les gars, on fait ça maintenant. Ça va être dur, ça va être long, mais c'est nécessaire parce que l'étape d'après, c'est ça. Et l'une des particularités vraiment que l'on essaie de faire en tout temps à l'armée lorsqu'on est en mission, c'est se projeter. Quelle est l'étape d'après? Quelle est notre vision à moyen terme? Et à partir du moment où on décide, non pas de tourner le dos, Mhm. mais de mettre un petit peu de côté la réaction à chaud, à l'instant présent, et de se projeter à moyen terme et à long terme, eh bien là, ça nous permet de donner du sens à notre mission et de l'inscrire dans le temps. Et là, on y arrive. Et cette cohésion, ça va la développer. Voilà. On va chercher à la développer ici. Bien sûr, la cohésion, elle prend feu dès les premiers jours dans l'armée, puisqu'on va chercher, comme les gens sont formés en groupe, à les souder tout autour d'eux. Mhm. Mais c'est jouable.
en D'accord. entreprise, en termes de cohésion, plusieurs petits, je donne quelques petites clés RH lorsque j'interviens. Alors, je vais pas toutes les donner ici, c'est pas le lieu. Mais par exemple, on peut mettre en valeur quelqu'un au-delà d'une prime. On n'a pas tous les jours le levier financier à sa disposition. Néanmoins, on peut mettre en valeur l'un de ses collaborateurs. Alors, moi, j'ai une PME du numérique. Voilà, il y avait les développeurs, les commerciaux, les designers. Et une fois par mois, ils organisaient un petit événement ou sans donner un chèque cadeau, mais c'était aujourd'hui les gars, je remets en valeur tel développeur, le clavier du mois, parce qu'il a réussi à terminer ça dans des instants, en faisant une nocturne. Ouais. Et ça allait on proposait aux gens de l'administration en disant aujourd'hui, vous allez pouvoir toucher toutes vos notes de frais parce que un tel a fini de les rentrer dans le logiciel hier soir très tard. Mmh. Voilà. En Donc fait, on peut à mettre l'armée, en vous n'avez pas valeur au-delà d'une de prime, par exemple. OK. On peut se créer des petites traditions. Mmh mh. Ça, ça crée de la cohésion. Ouais. Dans l'armée, on tient beaucoup à ce terme de tradition, mais ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Nous avons déménagé il y a un an, nous avons changé de bureau, nous avons grossi, et il faut le fêter chaque année. Mais pourquoi? Pas de honte à avoir. Et de se dire chaque année, oui, mais qu'est-ce qu'il y avait en nous il y a un an qui nous a permis de grandir? Qu'est-ce qu'il y avait en nous il y a un an et demi, 2 ans, lorsqu'on a décroché tel contrat ou telle levée de fonds qui nous a animés et qui nous a permis de l'avoir. Mmh mh. Et en fait, le fait de fêter ça et d'avoir cette histoire, cette petite musique interne de l'entreprise, c'est très important. Souvent, euh, avec le turnover qui existe, ce n'est pas possible d'inscrire les gens dans une dynamique collective parce qu'ils ne restent pas assez longtemps. Et je parle de là, euh, les points communs entre cadres civils et militaires, ils sont ici. Le manager civil comme moi doit prendre des décisions dans des délais contraints, Mmh. avec des impératifs budgétaires. Il doit fédérer, souder ses équipes et faire face aux défis RH du quotidien. Mmh Et mh. ces défis RH, l'absentéisme, le turnover, la mise en formation, les arrêts maladie, j'ai exactement la même chose dans mon régiment de l'armée de terre. Bien D'accord. sûr, pas en opération extérieure au combat, Bien sûr. mais au quotidien, j'ai exactement la même chose. C'est vrai qu'on a un Donc petit c'est pour peu ça cette que nous image, avons de vrais points communs. génial, ouais. On a un petit peu ce cliché, que dans l'armée, on a à disposition, des soldats qui sont, obéissants, H24 à disposition. Il y a qu'à donner un ordre et puis, en avant. Non. Nous avons une armée de grognards napoléoniens. Donc déjà, du temps de Napoléon, ça grognait. Ouais, Alors aujourd'hui, vous imaginez bien qu'avec la génération Z et un peu avant la génération Y, ouais. ça grogne, ça demande pourquoi. Et c'est comme dans le civil, les gens ont besoin de sens, ont besoin de valeur et ont besoin de profondeur et de dimension. Je Et rebondis c'est juste là sur un point, où le que vous avez manager a un mentionné. rôle fondamental. Je rebondis juste sur un point, mon capitaine, sur un point que vous avez mentionné, c'est qu'effectivement, à l'armée, vous n'avez pas de système de prime. Alors, on a un système de primes, mais quand on part en mission, mais D'accord, mais pas au mérite. quand C'est-à-dire que quelqu'un qui a bien fait son travail, non, n'aura pas de prime. Ça n'existe d'accord. pas. Donc du coup, vous devez trouver des leviers pour néanmoins entretenir la motivation justement de tel ou tel personnel, de tel ou tel Oui. élément. Mais le mettre à l'honneur, vous savez, un matin au rassemblement, quand vous avez une compagnie de rassemblés, comme tous les matins, donc 150 personnes de rassemblés, et que le capitaine qui commande cette compagnie dit aujourd'hui à l'honneur le caporal untel parce que il a été mis dans telle mission tout seul en autonomie, il a fait un très bon travail, il n'a pas compté ses heures, Mmh. j'ai eu d'excellents retours de sa part. Voilà exactement l'attitude que j'attends d'un soldat de l'armée de terre. Voilà exactement l'attitude qu'il faut avoir. Il a bien fait rayonner la compagnie et le régiment. Et là, vous pouvez être sûr que oui, il n'y a pas de prime. Il n'y a peut-être pas un chèque cadeau de 200 euros à la FNAC. Mais en attendant, cette personne, elle est boostée comme jamais. Elle est fière et elle va incarner l'exemple. Et que le capitaine dise ça devant tout le monde, eh bien voilà l'exemple à suivre et voilà comment il faut être. Et je vous assure que c'est bien plus efficace qu'une petite prime 2 fois par an. Je comprends. Alors pour en venir, vous nous avez indiqué en préambule que vous avez été, déployé. Alors sans révéler de secrets, par rapport à votre mission, ce que je voudrais savoir, c'est un petit peu comment on gère lorsqu'on est déployé dans le désert, par exemple,
Ou là, vous vous retrouvez, OK, ma mission, c'est ça, mais en fait, on est projeté et en fait, rien ne se passe comme prévu. Ça peut être Alors, des avaries matérielles, des pannes subites ou un contact qui devait se faire avec la population locale ou avec les troupes locales qui ne se fait pas. Comment, en tant que capitaine, malgré toute la formation, tout ce qu'on a vu, comment on fait pour appréhender ça? Est-ce que c'est récurrent? Comment on fait? alors, c'est simple. Le chef, même s'il est seul au moment où il prend une décision, parce que oui, le manager comme le chef militaire, on est tout seul au moment de la prise de décision, on peut néanmoins compter, et en tout cas, je milite beaucoup dessus, je fais passer ce message en entreprise, en associant tous ces cadres. Ce principe de subsidiarité où chacun à son niveau va résoudre le problème de son niveau, où chacun face à un problème plus important, va y être associé pour tenter d'y apporter une réponse. Donc oui, dans la décision, le chef est seul, mais dans l'action, il ne l'est pas. Donc face à, oui, une panne en plein désert, euh, on devait passer par tel itinéraire, finalement on ne peut pas parce que on va complètement s'enliser, on va devoir le détourner, ou parce qu'il y a une menace. Mhm. Eh bien oui, en associant ces cadres, en ayant réfléchi bien sûr auparavant, hein, il y a tout un processus de décision dans l'action en contexte de tension. Ça, pareil, je le développe longuement quand j'interviens. Eh bien oui, en associant ces cadres, on peut arriver à trouver des décisions, à trouver un plan d'action, des modes d'action pour y parvenir. À partir de ce mode d'action, on va répartir les tâches de manière assez précise Mhm. et bien orienter le temps avec des deadlines. Et vous allez prendre une marge de sécurité en fonction de ça. Donc en plus de l'entraînement, avoir une petite rigueur, un petit moyen mémotechnique au moment où vous allez mener ce raisonnement, qui est très simple en fait, ça s'adapte assez vite, Mhm. et en associant vos collaborateurs directement à ça, eh bien oui, vous pouvez sauver une situation. D'accord. En préparant cette interview, j'avais échangé, comme je dis, avec des responsables en entreprise. Et une des remarques qu'on m'a faites, c'était que, effectivement, oui, l'armée, c'est très bien pour gérer la crise par rapport à des situations données, de Oui, manière très bien. ponctuelle, mais ça ne marche pas au quotidien. Alors en fait, Quel est votre avis j'ai là-dessus? eu une remarque dans le même sens où on m'a dit être un bon manager, c'est bien qu'en situation difficile, mais en temps normal, pas besoin. Bah, en fait, oui, mais il y a rien de plus faux. Alors, je ne ferai pas la métaphore de qui était là avant entre la poule et l'œuf, Mhm, mais mhm. c'est un petit peu ça l'idée. Vous ne pouvez pas faire face à une situation compliquée de tension, à une réorganisation interne, à un rachat, à une baisse de carnet de commandes. Vous ne pouvez pas faire face sereinement à cette situation et la dominer et la vaincre si au préalable vos équipes ne sont pas soudées, que votre leadership n'est pas affirmé et que vous n'avez pas toute votre place comme leader. Ce n'est pas possible. Et donc, dans l'armée, justement, au quotidien, nos jeunes élèves officiers que nous formons, c'est bien ça. Comment je fais au quotidien en France quand tout est calme? Mhm, Et mhm. réussir à faire, quand tout est calme en France, et à faire face aux petits défis au fur et à mesure, c'est pouvoir un jour encaisser une situation de combat. Donc, D'accord, tout est lié. Tout est lié, tout est lié. On n'a pas le choix. d'accord. Est-ce que dans l'armée, comme dans le monde de l'entreprise, est-ce que vous êtes soumis à à des, à la performance? Est-ce que vous avez des attendus? Par exemple, Alors, oui, dans l'entreprise, on a des résultats, on est axé sur la performance. Comment ça se passe dans l'armée? Est-ce qu'on est soumis à cette même contrainte et à cette même pression? alors, je suis pas sûr, on pourrait pas dire même contrainte, parce que par définition, nous ne produisons rien. Ça n'existe pas. Bien sûr, on travaille, mais nous, on va parler en termes de mission et d'effets à obtenir. De mission remplie ou pas remplie, et dans quelle deadline je vais la remplir en fonction de ce que va me donner mon chef, et après en avoir discuté avec lui. Voilà, parce que le chef va donner un axe, une mission et un délai pour l'obtenir, et on a un échange avec lui. Je le fais en très simple, mais pour en gros voir quelles vont être mes contraintes au quotidien, les impératifs, les demandes éventuelles que je vais avoir. Donc oui, en fonction, on va remplir notre mission. Est-ce qu'elle est remplie? Est-ce qu'elle n'est pas remplie? Est-ce qu'elle est remplie qu'à moitié ou est-ce qu'on a échoué?
Mhm. Donc, nous n'avons pas de tableau Excel avec des codes couleurs, comme j'ai pu le voir parfois, à remplir au quotidien. Par définition, nous ne faisons pas de vente. Ouais, ouais, Mais en opération, on peut avoir des résultats tangibles. ouais. J'ai participé à la formation de l'armée ivoirienne. Est-ce que cette armée allait mieux avant ou après avoir été formée? Est-ce que 2 mois plus tard, lorsqu'on leur refait faire une mise en situation, un test, est-ce qu'ils avaient encore les savoir-faire? Ça, c'est mesurable. C'est tout à fait mesurable. Mais D'accord. on ne peut pas dire que non, nous avons cette même pression-là. Nous avons une autre pression, Ouais. bien sûr le combat, bien sûr la mission, bien sûr la pression des cadres au contact de la troupe, parce que quand au quotidien vous devez montrer l'exemple, être irréprochable, c'est très difficile à faire. Vous placez l'homme, voilà, nous plaçons nos hommes au cœur de notre préoccupation quotidienne, et ça, voilà, ça use. C'est extraordinaire l'homme, hein. Moi, pour rien au monde, je changerais de métier, mais on peut être fatigué, on peut être usé de ça. Mhm. Et là, c'est une certaine pression. Et nous avons d'autres méthodes, ce qu'on appelle des techniques d'optimisation du potentiel, des TOP, Mhm. pour y faire face et pour préparer une échéance, entre guillemets, se relaxer au cours de l'échéance pour tenir bon et récupérer après cette dernière. Donc ça l'armée sait faire. D'accord. J'ai eu pas mal encore une fois, d'échanges en préparant cet entretien. Et un des feedbacks positifs que j'ai eu, c'était notamment le fait de recruter des anciens militaires. Ça a été pour beaucoup une révélation. Ce sont des gens qui sont euh, euh, super fiables. On leur donne une mission. Lorsqu'ils prennent la mission, vous pouvez être sûr à 100%, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, la mission sera accomplie. Par contre, le bémol, il faut leur mettre un cadre. Si c'est trop, si c'est trop vague, s'il n'y a pas tous les éléments pour pouvoir, eux, se sentir investis pour remplir cette mission, ben, en fait, ils vous le disent tout de suite. Ah, ça, je pense, oui, c'est l'une. Ouais, là, on est sur l'une des particularités militaires où nous, on va appeler un chat à chat tout de Ouais, suite. tout de suite. Il ne peut pas y avoir de non-dit, il ne peut pas y avoir de rumeur. Pourquoi? Parce qu'au combat, ça tue. Ouais, pas tellement. Quand quelque chose ne va pas, Oui. quand quelque chose S'il y a un doute, euh, s'il y a un doute, ou si, alors des doutes, il peut y en avoir, bien sûr, parce que le brouillard de la guerre, c'est exactement ça. On ne sait pas où est l'ennemi, comment il va faire, à quel moment, le jour, la nuit, comment, est-ce qu'il va être noyé au milieu de la population civile ou tout seul à part, on ne sait pas tout ça. hmm, Mais oui, c'est certain, avoir un cadre, oui, parce que si on ne le sent pas ou si on a besoin de précision, un militaire le demandera tout de suite. hmm, Il le demandera tout de suite parce que dès qu'il les a, et peu importe, il ne demande pas à ce que son manager soit d'accord avec lui, ouais. peu importe, mais il veut avoir le sentiment de son manager sur tel ou tel point, de telle ou telle manière. Et donc forcément, parce nous sommes un peu rigoureux, c'est notre quotidien, Hmm, oui, je suppose qu'on attend un petit peu de rigueur en face, c'est certain. ouais. Après, l'armée est habituée, les militaires sont habitués à s'adapter parce que, ce que je vous disais un peu en préambule, voilà, l'armée, c'est bordélique, Ouais. plein de missions tout le temps, mais donc il faut savoir y faire face, donc on saura s'adapter à tout type de situation. Super Alors, j'avais équipe. une dernière question, mon capitaine, c'était comment, comment gérer la relation avec un supérieur hiérarchique qui est pas carré, Ouais. qui est parfois dans le monde de l'entreprise, souvent on se dit tiens, mais mon manager, soit il est toxique, soit il s'approprie nos petites victoires, ou alors il n'est pas carré, il donne pas toutes les consignes. Comment, quelle serait votre expérience là-dessus? Alors oui, c'est la question qui revient le plus souvent quand je suis en entreprise, c'est mais quoi faire quand mon N+1, mon N+2 s'immisce dans mon travail, est véritablement toxique ou n'a pas, comment dire, la même parole que moi auprès de mes collaborateurs. Il y a, je pense, deux façons d'approcher, deux axes d'approche. Euh, le, le premier axe, c'est en tant que manager, nous devons protéger notre équipe. Nous devons être ce catalyseur, nous devons être cette personne qui va absorber tout le stress pour diffuser de la sérénité. Et notre équipe doit être protégée du stress qui vient d'en haut.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas au courant. On a le droit de communiquer et de dire, bon, écoutez, les gars, voilà, je subis pas mal de pression, on s'immisce pas mal dans mon travail, le fait que je perde du temps, donc voilà, vous êtes protégés pour l'instant, mais sachez que ça existe et voilà ma situation. Mmh mh, mmh mh. L'autre point, c'est compliqué de dire à son N+1, mais essaye d'être irréprochable, essaye de montrer l'exemple, et essaye de nous placer, nous, tes collaborateurs, au cœur de tes préoccupations quotidiennes. Il va se braquer et il ne tolérera pas que son N-1 lui fasse une leçon, lui donne un cours. Mmh. Néanmoins, on peut le rassurer, lui faire comprendre qu'on ne va pas lui piquer sa place, lui faire comprendre que on est là pour l'aider. Et le fait de l'aider, le fait de lui dire qu'on va lui simplifier la vie, qu'avec nous, ça sera plus simple, eh bien, c'est acheter, j'allais dire la paix sociale, mais en tout cas, acheter de la liberté d'action. Ouais, la Acheter de... Et au bout de quelques semaines, oui, ce N+1 toxique, alors, va pas se calmer, mais il va arrêter de vous tomber dessus pour aller sur quelqu'un d'autre. Et là, d'accord. vous aurez... Voilà les deux axes que je préconise dans ce genre de situation et avec ce genre de manager. Très bien, merci pour cet éclairage. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, un petit peu comment se décomposent vos interventions, au sein des entreprises? Je crois que vous avez plusieurs modules que vous proposez? C'est ça. Alors oui, il y a en soi 3 modules. Management de contact, où là je vais parler de leadership et de savoir-être. Un module gestion de tension, gestion de crise. On va avoir une méthode voilà, pour faire face à ce genre de situation, avec un exercice d'application bien sûr qui peut durer plusieurs heures. Et un module prévention et gestion du stress, où là on parle justement des techniques d'optimisation du potentiel et comment faire face, comment se préparer à une situation stressante, à un événement, voilà, à une grosse négo, un conf call, une présentation client. Mmh. Comment chercher à tenir, à se relaxer pendant et à être éduré pendant cette situation et à récupérer derrière. Donc là, on est au cœur de la résilience. Donc 3 modules adaptables sur une journée, une demi-journée ou une journée et demie, selon ce que les gens choisissent, ce que les gens veulent, selon le temps dont ils disposent, et avec à chaque fois des exercices de mise en situation. D'accord, Voilà. très bien, parfait. Merci mon capitaine pour le temps, Merci à précieux que vous. vous avez accordé. Merci pour ces quelques pépites que vous nous avez, distribuées et puis également pour avoir, je dirais, brisé quelques idées reçues qu'on avait, sur l'armée. Je sais que vous êtes féru de littérature. Est-ce que vous aviez peut-être une citation pour, clore cet entretien à partager avec, l'audience? Alors j'ai 2 citations. Ah 2. Ah, Il n'y a de richesse que d'homme, Jean Bodin. Voilà, il n'y a de richesse que d'homme, il faut en être convaincu. Nos collaborateurs, nos salariés, c'est notre plus belle denrée, c'est notre plus belle moelle épinière. Voilà, il faut l'avoir en tête. Sans eux, nous ne ferons rien, malgré la digitalisation, malgré voilà, le management transversal, le management à distance, malgré tout ça. C'est bien sur eux qu'il faut compter, c'est bien eux notre force au quotidien. Et justement, petit trait d'union, la deuxième citation, voilà, la force du loup est dans la meute. Il faut en avoir conscience. Oui, comme manager, on prend notre décision parfois tout seul, mais associer les gens à cet édifice global, compter sur les gens, appliquer le principe de subsidiarité, faire confiance, bien oui, c'est ça, voilà, c'est ça la force du loup, elle est bien dans cette meute. Et c'est ça aussi, faire preuve d'autorité. Aujourd'hui, on parle souvent de la crise de l'autorité, mais autorité, il faut savoir que ça vient du latin auctoritas et que ça veut dire élever vers. Donc faire preuve d'autorité, c'est bien tirer vers le haut ses collaborateurs et ça va bien dans le bon sens pour l'entreprise, pour son équipe, pour son open space, son plateau. Donc voilà, 2 citations. merci beaucoup mon capitaine. Je sais que vous êtes, disponible. Je mettrai, en lien, les moyens de manière à pouvoir rentrer en contact avec vous pour pouvoir bien aller plus loin sur, les différents sujets que vous avez, eu la gentillesse de nous présenter, aujourd'hui. Merci encore mon capitaine. Merci Nathanaël. À bientôt, au revoir.